Bonjour tout le monde, bienvenue aux vidéos 14 du bloc 4. On est encore à la section 11.4, mais c'est le dernier exemple de la section, l'exemple 11. Donc, à l'exemple 11, on a une tige qui est retenue à une de ses extrémités, initialement dans la position horizontale, au repos, puis ensuite on la lâche, on la laisse tomber et on va regarder sa vitesse, en fait la vitesse de l'extrémité de la tige lorsque la tige est rendue à la verticale. C'est certain que la tige ferait un effet de pendule, c'est pas ça qui nous intéresse, on veut juste regarder qu'est-ce qui se passe rendu en bas. Donc pour ça, je vais faire ma démarche énergétique standard. Donc delta E est égal à WNC. Dans mon delta E, j'aurai une variation d'énergie potentielle gravitationnelle et une variation d'énergie cinétique. Et ça va seulement être une énergie cinétique de rotation. Vu que l'extrémité ne bouge pas, ça veut dire qu'on n'a pas de translation. Donc, seulement rotation qui est ici. Ensuite, pour le travail non conservatif. Il y a une force non conservative dans notre situation. C'est certain que l'extrémité doit être retenue d'une certaine manière ici. Par contre, il n'y a pas de déplacement de cette force-là. Donc, si je regarde la formule du travail qu'il faudrait que j'utilise, F delta R cosinus θ, il n'y aurait pas de déplacement vu que la force reste au même endroit. Donc, on n'a pas de travail non conservatif dans le mur. Je vais effacer la force pour pas qu'elle soit mélangeante dans la démarche qui va rester. Excusez-moi, j'ai changé de page au lieu d'avancer. Donc, dans notre énergie potentielle gravitationnelle, on va avoir mg delta y. Dans notre énergie cinétique de rotation, 1/2 I oméga final au carré moins oméga initial au carré est égal à 0. On a une tige qui tourne autour de son extrémité. C'était un de nos cas des moments d'inertie qu'on connaissait, qui était donné dans les notes de cours. Donc, juste ici, on avait I pour la tige qui tourne autour de son centre de masse ou pour la tige qui tourne autour de son extrémité. Donc, c'est celui-là qu'on va aller utiliser aujourd'hui. Donc, 1/3 m L carré. L'énergie cinétique, la vitesse angulaire initiale est nulle. L'énergie cinétique initiale aussi est nulle, mais on ne la voit pas séparément ici. Pour l'énergie, pour la vitesse angulaire finale, on va devoir la relier à la vitesse tangentielle de l'extrémité. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la vitesse du bout en bas, comme ça. Donc, cette vitesse finale-là, c'est une vitesse tangentielle. Donc, avec oméga R normalement, mais là, le rayon du cercle qui est décrit, c'est la longueur de la tige. Donc, oméga L. Donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est remplacer oméga final. Ça va donc être avec la vitesse finale de l'extrémité divisée par L. Si on avait cherché la vitesse de n'importe quel autre point de l'objet, il aurait fallu utiliser la proportion correspondante de L. Fait 1/3 L, 2/3 L, 1/2 L, et ainsi de suite. Ensuite, ça, je vais aller placer ça tout de suite dans mon équation ici. 1/2, 1/3 ml carré, V final sur L au carré, le terme ici disparaît. Pour l'énergie potentielle gravitationnelle, on a M, G. Là, pour le delta Y, l'énergie potentielle gravitationnelle doit tenir compte du mouvement de tout l'objet. Donc, quand je fais mon axe Y, la position initiale, tout l'objet est à la même position initiale, ça va bien. On peut l'appeler 0 si on veut. La position finale de l'objet, par contre, on peut se rendre compte logiquement qu'on ne peut pas prendre l'endroit un endroit particulier, pour le delta Y. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas la même quantité d'énergie si je m'intéresse
à la vitesse du milieu ou en haut ou en bas de la tige. Du coup, il y a plein de quantité d'énergie dans le système, ça n'a pas de sens. Il faut que l'énergie décrive vraiment ce qui se passe pour toute l'énergie, peu importe la vitesse de quel point je suis en train de regarder. Donc, pour tenir compte du fait que mes endroits de la tige ne bougent pas tous de la même manière, que l'extrémité attachée ne bouge pas du tout, que l'extrémité finale bouge beaucoup, et ainsi de suite, ce qu'il faut faire en fait, c'est prendre la position pour le centre de masse. Le centre de masse, dans notre cas, ça va toujours être le centre géométrique de notre objet. Donc, le Y du centre de masse, Y final, va être moins L sur 2. Ça va aussi me donner ça comme delta Y moins L sur 2. Ça peut sembler sortir un petit peu de n'importe où, que je vous dise ça comme ça. Ah, il faut prendre le centre de masse. Il y a un... Vous avez peut-être déjà fait quelque chose qui utilise ce principe-là. Si vous avez déjà fait du saut en hauteur. Donc, la technique la plus efficace au saut en hauteur, c'est celle où on saute comme ça par en arrière. Et le point qui est marqué ici, c'est le centre de masse, justement, pour expliquer le principe. Là, vous pouvez voir que je suis très très loin dans la vidéo. Si vous voulez voir la vidéo au complet, il y amène l'aspect historique de comment cette technique-là a été développée. Il est ici dans la liste des liens externes. Donc, comment est-ce que la technique fonctionne? Comment est-ce qu'elle utilise ce principe-là d'aller chercher la hauteur du centre de masse? Si on la compare aux vieilles techniques, en fait, parce que la technique de sauter par en arrière est récente, ça a été fait dans les 100 dernières années, alors que le saut en hauteur date de bien, bien, bien avant ça. Avant ça, les autres techniques faisaient toujours sauter l'athlète au complet par-dessus la tige, puis quand je le dis comme ça sonne évident, il faut passer par-dessus la barre qui est à la limite. Mais ce que la nouvelle technique fait passer le corps de l'athlète par-dessus, mais pas tout en même temps. Et en tant que pas tout en même temps, ça permet de garder le centre de masse plus bas que la portion de la tête qui est au-dessus de la barre. Donc, en exagérant vraiment la courbure du dos, justement, on baisse encore plus le centre de masse. Dans la vidéo, on fait référence plus dans le détail à qu'est-ce que c'est un centre de masse, comment on peut le modifier avec la position de notre corps, et entre autres que dans certains cas, pour certains objets, le centre de masse n'est même plus dans la matière en tant que telle de l'objet. Un exemple facile, c'est un beigne, où on a vu des anneaux cylindriques. À ce moment-là, c'est certain que le centre de masse n'est pas là où il y a la matière de l'objet. Mais dans un objet qui n'est pas symétrique, ou en tout cas pas symétrique de manière circulaire, par exemple un boomerang, on peut vraiment avoir le centre de masse qui est à l'extérieur de l'objet. Ici, encore l'air d'être à l'intérieur, même si ce n'est pas dans la matière de l'objet, mais là, il est vraiment comme à l'extérieur de l'objet. Et il y a d'autres petites choses qui utilisent ça. Vous avez peut-être déjà vu des petits jouets qui sont un oiseau comme ça, qu'on peut faire tenir. Attends, je montre sur un doigt. On peut faire tenir en équilibre sur le bout d'un doigt. Il y a l'air, on a l'impression qu'il devrait tomber par en arrière, mais le bout des ailes est assez lourd pour que finalement le centre de masse finisse par être directement vis-à-vis le bec, et on peut donc faire tenir en équilibre l'oiseau comme ça sur un bec. Autre principe équivalent, si vous avez déjà eu la patience de le faire, moi je ne l'ai pas eu encore la patience de le faire, c'est de faire tenir des fourchettes sur le bord d'un verre d'eau. Donc ici, ils utilisent une pièce de monnaie pour les faire tenir. Ici, je pense que c'est un cure-dent ou une allumette, allumée en plus. Donc même principe, en ayant des bras de fourchette comme ça qui dépassent d'un côté puis de l'autre, le centre de masse qui paraît être ici, et on est capable de faire tenir les fourchettes sur le bord du verre. Au niveau de notre athlète, en se courbant comme ça, il réussit à placer le centre de masse beaucoup plus bas que lui, ce qui lui permet finalement de sauter d'une hauteur qu'il n'aurait pas été capable sans ça. Je pensais qu'il remontait après ça part. Ah, il a dû remonter. Donc, ce même principe-là montre bien qu'est-ce qui est important, l'énergie qu'il faut fournir pour réussir à faire un mouvement ou l'énergie qui est obtenue dans un mouvement d'un objet qui tombe, par exemple, c'est vraiment la position du centre de masse qui définit, qui décrit cette énergie-là. Donc, je reviens à mon équation.
Ici, je suis rendue avec moins mgl sur 2. Ici, je vais garder mon 1/2 et mon 1/3 séparés. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. 1/2, 1/3 m, puis les L carré, en fait, je vais les annuler tout de suite. Donc, L au carré ici avec L qui est au carré juste après. Donc, il va seulement me rester VF carré ici. Je vais pouvoir simplifier mes M. Mais je vais aussi pouvoir simplifier mes 2. C'est pour ça que je les garder séparés, ça se voit mieux comme ça. Je me retrouve donc avec une vitesse finale, racine carrée de 3GL. Ensuite, pour la partie B, ça c'est la réponse pour la partie A. Quelle serait la vitesse d'une balle tombée de la même hauteur? Donc en fait, sans l'effet de rotation. C'est ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'équivalent pour un objet qui n'aurait pas de rotation. Donc, je refais vraiment une démarche du chapitre 8, c'est pas une démarche spécifique au chapitre 11, c'est pour une petite réflexion par après que je fais cette démarche-là. Donc, j'aurais seulement eu mg fois moins L, parce que là, si c'était une balle que je fais tomber à côté, elle va vraiment faire toute la hauteur moins L. Et son énergie cinétique aurait juste été 1/2 m VF carré, avec rien pour l'énergie cinétique initiale, encore une fois. Donc, les m se simplifient. Et j'aurais obtenu une vitesse finale de racine de 2GL. Donc, on peut voir que cette vitesse finale-ci est plus élevée que pour la balle. Parce que racine de 3, c'est plus élevé que racine de 2. Et ça nous amène à une démonstration qui est vraiment fun à regarder. Qui nous montre qu'en fait, dans un cas comme ça, l'extrémité n'est pas en chute libre. La chute libre aurait mené à la vitesse racine de 2GL. Puis là, l'extrémité va plus vite. Elle va plus vite que la chute libre. Ça a l'air vraiment contre-intuitif. C'est nommé le paradoxe de Galilée. Et ça, c'est une démonstration qui permet de le constater. Donc, on a une tige qui va tomber, qui est attachée à une extrémité, donc qui va avoir l'effet de rotation. Mais on a aussi une balle, donc on va faire tomber les deux en même temps. Clairement, la balle tombe de la même hauteur que l'extrémité de la tige. Et on va voir ce qui se passe. Il montre en ralenti juste après. Je vais attendre le ralenti pour l'expliquer. Donc, on voit que l'extrémité de la tige tombe clairement plus vite, puisque la balle est capable de tomber dans le tube qui a même une certaine hauteur. Donc, il y a vraiment une variation de hauteur qui se produit pendant que les deux objets tombent. Je vais refaire le ralenti, puis je vais l'arrêter quand je veux. Comme ça. On voit qu'il y a vraiment une variation de hauteur, donc la tige est clairement tombée plus rapidement que la chute libre. Et c'est pour balancer le fait que l'extrémité ici ne tombe pas du tout. Donc, la même énergie potentielle du centre de masse est disponible pour tout l'objet. S'il y en a une partie qui ne tombe pas du tout, l'autre extrémité doit tomber plus vite. Et c'était tout pour l'exemple 11, le dernier exemple de la partie d'énergie du chapitre 11.